En 2014, Vladimir Poutine a pris la Crimée en 4 semaines, presque sans tirer un seul coup de feu. Il a appelé la péninsule une terre sacrée, un porte-avions insubmersible. C'était le plus grand trophée de son gouvernement, la preuve que la Russie était redevenue un empire. 12 ans plus tard, ce trophée est en train de devenir un piège. Et le plus impressionnant, c'est la façon dont elle s'y prend. L'Ukraine n'envoie pas de chars, elle n'envahit pas par voie terrestre. Elle a découvert quelque chose de bien plus simple et bien plus difficile à arrêter. Elle transforme la Crimée en une île, coupe les ponts, coule les ferries, bloque les routes, tarit l'approvisionnement en carburant et prend un à un la mer et le ciel autour de la péninsule. L'idée est cruelle dans sa simplicité. La Crimée ne tombera pas lors d'une grande offensive de chars. Elle deviendra trop coûteuse à tenir. Impossible à approvisionner. Impossible à défendre. Impossible d'y vivre. Ce montage vous explique la chute en 3 parties. D'abord, le tableau complet. Pourquoi la Crimée détermine-t-elle l'issue de toute la guerre? Et comment la flotte la plus puissante de la mer Noire en a-t-elle été chassée? Ensuite, l'étranglement. Les 3 artères qui relient la péninsule à la Russie, coupées une à une, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence dans les stations-service de Sébastopol. Et enfin, le ciel. L'arme la plus improbable de toute la guerre, qui perce la défense anti-aérienne la plus coûteuse de la planète. Et cela nous amène à une question gênante. Combien de temps Poutine pourra-t-il encore garder son joyau le plus précieux avant que les soldats russes à l'intérieur ne soient les derniers à découvrir qu'ils ont été laissés seuls? Commençons par le tableau d'ensemble. Le 3 juin 2025, à 4h44 du matin, au fond du détroit de Kertch, des agents ukrainiens ont passé des mois à faire quelque chose que personne ne devrait être capable de faire. Ils ont posé des bombes sous le pont le mieux protégé de Russie. Ce pont a coûté près de 4 milliards de dollars. Un pont que Vladimir Poutine lui-même a inauguré en conduisant un camion. Et, lorsque le détonateur a été activé, 1100 kg de TNT ont explosé sur les piliers de soutien. Mais si vous pensez que c'était la partie la plus importante de l'histoire, vous n'avez pas encore compris ce qui se passe, parce que cette explosion n'était qu'une pièce du puzzle. Une petite pièce d'un plan bien plus vaste qui est en préparation depuis des années, et qui maintenant, en 2026, arrive enfin à sa phase finale. L'Ukraine fait quelque chose en Crimée que personne n'aurait cru possible, et Poutine le sait, mais il ne peut plus l'arrêter. La question est, comment? Comment un pays qui a à peine une marine peut-il vaincre l'une des flottes les plus puissantes du monde? Et pourquoi Poutine, avec toute son armée, n'arrive-t-il plus à réagir? La réponse est plus inquiétante que vous ne l'imaginez. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut remonter dans le temps, il y a 12 ans. Février 2014. Vladimir Poutine a profité d'un moment de chaos politique à Kiev. Il a envoyé des troupes sans un signe en Crimée, en moins de 4 semaines. Il prend toute la péninsule, presque sans tirer un seul coup de feu. Poutine a dit que c'était la plus grande réussite de son gouvernement. Il a dit que la Crimée était une terre sacrée, qu'elle était un porte-avions insubmersible en mer Noire. Et il avait raison sur un point. La Crimée n'est pas un simple morceau de terre. C'est de là que la Russie contrôle toute la mer Noire. C'est de Sébastopol, la principale base navale russe en Crimée, que part la flotte russe. C'est de la Crimée que partent les missiles qui tombent sur Kiev, Odessa et Nikolaïev. Et il y a plus. Au fond de la mer Noire, dans des eaux qui appartenaient à l'Ukraine, jusqu'en 2014, il existe des réserves de gaz naturel, évaluées à des centaines de milliards de dollars. Quand Vladimir Poutine a pris la Crimée, il n'a pas seulement pris un morceau de terre. Il a pris 80% des réserves d'énergie de la mer Noire, qui appartenaient à l'Ukraine. La vérité, c'est que celui qui contrôle la Crimée contrôle la moitié de la guerre. C'est pourquoi, lorsque l'invasion à grande échelle a commencé en 2022, la Crimée est devenue la base de tout. Troupes, munitions, carburant, missiles, tout transité par là.
Mais ce que Vladimir Poutine n'imaginait pas, c'est que l'Ukraine observait, étudiait, attendait et préparait quelque chose que la Russie mettrait des années à comprendre. Le premier indice est apparu quelques mois après l'invasion à grande échelle. En 2022, des drones ukrainiens ont commencé à apparaître au-dessus de Sébastopol. Petits, bon marché, presque improvisés. Ils touchaient un navire ici, une base là-bas. Les Russes appelèrent cela des incidents isolés. La presse mondiale en parlait peu. Mais les attaques n'ont pas cessé. En 2023, l'Ukraine a fait quelque chose d'inédit. Une opération qu'elle a appelée le piège du crabe. L'Ukraine a lancé des missiles de croisière Storm Shadow, fabriqués par l'Angleterre et la France, contre le quartier général de la flotte de la mer Noire. Au milieu d'une réunion de commandement, au moins 9 officiers russes sont morts. Il y avait des généraux parmi eux. Le bâtiment historique, symbole du pouvoir naval russe depuis l'époque de l'Union soviétique, a été réduit en ruines. Déjà en 2022, des missiles ukrainiens avaient coulé le croiseur Moskva, le navire le plus important de la flotte russe. En 2023 et 2024, ce fut au tour d'autres navires et sous-marins d'être touchés à l'intérieur même de leur propre port. Des avions détruits sur la piste, des systèmes de défense anti-aérienne rayés de la carte. Et, à un moment donné, entre 2024 et 2025, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. La flotte de la mer Noire, l'une des plus anciennes et des plus puissantes flottes du monde, fondée par le prince Potemkin en 1783, s'est enfuie. Elle a abandonné Sébastopol, la base qui a servi de port d'attache à la marine russe pendant plus de 200 ans. La Russie a retiré ses navires vers Novorossiysk, de l'autre côté de la mer Noire, sur le véritable territoire russe. C'était la première fois dans l'histoire moderne qu'une marine était chassée de la mer par un pays qui n'avait même pas de marine. Et c'est ici que l'histoire commence à devenir vraiment troublante pour la Russie. Parce que ce que vous allez comprendre ne concerne pas seulement une péninsule. Il s'agit de la façon dont une nation envahie, avec beaucoup moins de ressources que l'envahisseur, est en train de réécrire les règles de la guerre moderne. Sans sous-marins nucléaires, sans porte-avions, sans le budget militaire des États-Unis, juste avec de l'intelligence, de la patience et des drones. Et ce n'était encore que le début. Nous revenons au 3 juin 2025. 4h44 du matin. Le pont sur le détroit de Kertch mesure 19 km de long. C'est le plus long pont d'Europe. Et pour Poutine, c'était plus qu'un pont, c'était un symbole. La preuve physique que la Crimée était désormais russe pour toujours. En 2018, il a tenu à l'inaugurer lui-même, en conduisant un camion Kamaz en personne, devant les caméras du monde entier. Après 2022, ce pont est devenu autre chose. Il est devenu l'artère principale qui approvisionnait l'armée russe dans le sud de l'Ukraine. Carburant, munitions, pièces de rechange, troupes, tout passait par là. C'est pourquoi elle avait déjà été attaquée auparavant. En octobre 2022, un camion piégé a fait s'effondrer des morceaux de la chaussée. En juillet 2023, des drones maritimes transportant chacun 850 kg d'explosifs ont explosé sous un autre pilier. Les Russes ont réparé, renforcé, blindé. Ils ont installé des sonars dans l'eau. Ils ont déployé des patrouilles, installé des filets de protection et pensaient être en sécurité. Mais le renseignement ukrainien, dirigé par un homme appelé Vassil Maliuk, menait déjà une autre opération. Une opération qui a duré des mois. Des agents ukrainiens sont entrés dans l'eau des dizaines de fois, dans le plus grand secret. Ils ont placé des explosifs directement sur les piliers de soutien sous-marins. Pilier par pilier, charge par charge, sans être détectés. 1100 kg de TNT au total. L'équivalent d'une bombe aérienne de grande taille. Mais divisé en petits morceaux, cachés sous l'eau, attendant le signal. Quand le signal est arrivé, ce 3 juin-là, le pont a tremblé. Les piliers ont été endommagés. La structure s'est fissurée. Déjà en 2024, un agent du renseignement ukrainien, identifié seulement sous le nom de Code Hunter, avait lancé un avertissement public.
Il a dit très clairement « Le pont de Crimée est condamné ». Et, le 3 juin 2025, il a prouvé qu'il était sérieux. Et ce qui est arrivé après cela, en 2026, a prouvé que le pont n'était pas la seule chose condamnée. 2026, la guerre est entrée dans sa 5e année. Et en Crimée, quelque chose a changé. Les attaques ont cessé de sembler être des événements isolés. Elles sont devenues une séquence, une chaîne d'opérations connectées, où chaque cible choisie préparait la suivante. 5 avril 2026. Le renseignement militaire ukrainien a lancé des drones nocturnes contre un ferry russe appelé Slavianine. Cela peut sembler une cible sans importance. Mais ce n'était pas le cas. Le Slavianine était le dernier bac ferroviaire encore en service dans le détroit de Kertch. Le dernier. C'était elle qui transportait du carburant, des munitions et du matériel lourd pour les Russes en Crimée. Chaque fois que le pont était surchargé ou compromis. Lorsque le Slavianine a pris feu en mer, la Russie a perdu le plan B. 20 jours plus tard, 26 avril, Sébastopol. En une seule nuit, des commandos des forces spéciales ukrainiennes ont touché 3 navires de guerre en même temps. Le navire de débarquement Yamal, le Filchenkov, et l'Ivan-Kours, un navire de renseignement. Sur une base aérienne voisine, appelée Belbek, ils ont détruit un chasseur russe d'élite sur la piste, de ceux qui coûtent des dizaines de millions de dollars. Un radar avancé mis hors service, un centre d'entraînement naval touché, tout cela en une seule nuit. Et ce n'était pas seulement à Sébastopol. Quelques semaines plus tôt, de l'autre côté de la mer Noire, à Novorossiysk, le port russe où la flotte de la mer Noire s'était réfugiée, des drones ukrainiens avaient déjà attaqué aussi. Le chasseur de mines Valentin Picule coulait. 2 frégates, qui sont de grands navires de guerre russes, ont été endommagés. Les sous-marins russes ont entrepris quelque chose d'inédit. Ils ont commencé à plonger dans leur port. Pas pour se cacher de l'ennemi en mer, mais pour échapper aux drones aériens. La flotte de la mer Noire, aujourd'hui, est ce que les analystes militaires appellent une flotte fantôme. Elle existe sur le papier, mais elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus attaquer, elle ne peut presque plus rien défendre. Et au milieu du détroit de Kertch, le pont de Poutine est toujours debout, blessé, réparé à la hâte, surveillé comme jamais. Mais chaque jour qui passe, elle est de plus en plus isolée. Chaque bac détruit, chaque navire coulé, chaque base touchée resserre l'étau. La Crimée est en train de devenir une île. Et sur une île entourée de drones, personne ne survit très longtemps. Maintenant, pour vraiment comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il vaut la peine d'écouter ce que dit un homme appelé Ben Hodges. Hodges est lieutenant général à la retraite de l'armée de terre des États-Unis. Il a commandé toutes les forces américaines en Europe. Il a passé près de 40 ans en uniforme. Et, depuis 2022, il répète la même phrase lors d'interviews, de podcasts, de conférences militaires. La phrase est celle-ci. La Crimée est le terrain décisif de cette guerre. Pour Hodge, tout ce qui se passe à Donetsk, à Louhansk, à Zaporizhia est important. Mais c'est secondaire. Parce que tant que la Russie contrôlera la Crimée, l'Ukraine ne sera jamais en sécurité. Elle ne pourra jamais reconstruire son économie. Elle ne pourra jamais exporter ses céréales par la mer Noire sans que Poutine, depuis la péninsule, décide de bloquer ses ports. Hodges a dit en 2025 très clairement, ce pont va s'effondrer. Pour lui, c'est une question de temps. Et en 2026, il est allé plus loin. Il a dit que l'Ukraine n'a pas encore besoin d'envoyer de troupes terrestres sur la péninsule. Il n'est pas nécessaire d'une invasion classique. Il suffit d'une chose, rendre la Crimée intenable, impossible à défendre, impossible à approvisionner. Impossible pour les soldats russes d'y vivre. Et, comme tu l'as vu toi-même, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, pense à ce que cela signifie pour Poutine. La Crimée a été la plus grande victoire politique de son gouvernement. C'était la base de toute la propagande russe pendant plus d'une décennie. Si la Crimée tombe, ce n'est pas seulement une péninsule qui tombe, c'est toute l'histoire que Poutine raconte au peuple russe qui s'effondre.
La justification de la guerre s'effondre. La base militaire la plus stratégique que la Russie possède en dehors de son propre territoire s'effondre aussi. Et s'effondre aussi le mythe selon lequel Poutine est l'homme qui a reconstruit l'Empire. C'est pour cela que la Russie renforce ses positions. C'est pour cela qu'elle construit des abris blindés pour avions à Belbek. C'est pour cela qu'elle déplace des ressources qui manquent ailleurs pour essayer de tenir la péninsule. Mais il y a un problème. En mars 2026, la Russie a perdu plus de soldats en un seul mois que pendant n'importe quel autre mois depuis le début de la guerre. 35 000 soldats tués ou blessés. Pour la première fois en près de 4 ans, la Russie perd plus de soldats qu'elle ne peut en recruter. Et cela change tout. Parce qu'une armée qui ne peut pas se reconstituer ne peut pas défendre deux fronts en même temps. Alors la question demeure. Qu'est-ce qui va se passer? La Russie pourra-t-elle protéger ce pont encore longtemps? Écoute, la vérité c'est que personne ne connaît la date, personne ne connaît le mois exact, mais la direction est claire. Même les analystes militaires russes, ceux qui écrivent sur des blogs liés au gouvernement russe, ont déjà admis à voix basse que quelque chose a changé. Le pont est toujours debout, mais il est endommagé. Les réparations sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus coûteuses. Les experts militaires s'accordent. Une quatrième attaque n'est qu'une question de temps. S'il prend la bonne forme, avec la bonne technologie, au bon moment, le pont tombera. Et, lorsqu'il tombera, il sera impossible de le reconstruire en pleine guerre. Pas avec des drones ukrainiens surveillant le détroit 24 heures sur 24. Les ferries ont déjà disparu. Les navires sont cachés. Les sous-marins plongent dans leur propre port. Les bases aériennes sont blindées de béton. Pas pour attaquer, mais pour survivre. Et pendant ce temps, en Crimée, quelque chose de silencieux commence à se produire. Les soldats russes, servant dans la péninsule, se trouvent dans un endroit qui peut, à tout moment, être coupé du monde. Coupé de la Russie. Et lorsque cela arrivera, ils seront les derniers à le savoir. En 2014, Poutine a pris la Crimée en 4 semaines, sans pratiquement tirer un seul coup de feu. À cette époque, il croyait avoir conquis la péninsule pour toujours, qu'il avait refait l'Empire, qu'il avait réécrit la carte de l'Europe. 12 ans plus tard, il découvre à quel point il s'était trompé. Ce siège porte un nom sur le terrain. Étranglement logistique. Et il fait déjà mal là où ça fait le plus mal. À la pompe à essence de Sébastopol. Regarde ce qu'il reste des 3 seules artères qui maintiennent la Crimée en vie. Vladimir Poutine est sur le point de perdre la conquête la plus importante de tout son pouvoir. En 2014, il a pris la Crimée presque sans tirer un seul coup de feu. Ce fut la plus grande victoire de Poutine. Le trophée qui prouvait au monde que la Russie était redevenue un empire. Et maintenant, 12 ans plus tard, ce même trophée est en train de devenir son plus grand piège. La façon dont cela se passe est ce qui effraie le plus le gouvernement russe, parce que ce n'est pas avec des chars. Ce n'est pas par une invasion. La Russie n'arrive tout simplement pas à arrêter cela. Et on peut le voir dans un lieu bien précis. La Crimée est en train de manquer de carburant. À Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule, les stations-service ont ouvert avec une limite. 20 litres par voiture. Et, quelques jours plus tard, même ces 20 litres n'étaient plus disponibles. L'essence s'est tout simplement épuisée. À la fin du mois de mai, le gouverneur lui-même que la Russie avait installé dans la ville a admis que l'essence ordinaire était épuisée. Les 2 types les plus utilisés ont tout simplement disparu des pompes. Dans une terre que la Russie a prise comme trophée il y a plus de 10 ans, les gens ont commencé à faire la queue pour un carburant qui n'est plus livré. Et regardez bien, la raison n'est pas une invasion. Aucun char ukrainien n'a franchi la frontière de la Crimée. Aucun soldat n'y a mis les pieds. Ce qui étouffe la péninsule est quelque chose de bien plus difficile à résoudre et de bien plus intelligent. Parce que l'Ukraine a trouvé un moyen de reprendre la Crimée sans avoir besoin d'envahir. Et la Russie, pour la première fois en 12 ans,
n'arrive pas à l'empêcher. Pour que tu comprennes l'ampleur de cela, il faut se rappeler ce que la Crimée signifie. Quand Poutine a pris la péninsule en 2014, il a traité cela comme le joyau de son gouvernement. C'était la preuve que la Russie était redevenue un empire. Et, quand la véritable invasion a commencé, en 2022, la Crimée est devenue la base de tout. C'est de là que partirent les troupes, les missiles, les bombardiers qui attaquaient le sud de l'Ukraine. Pendant des années, elle était intouchable, une forteresse. Mais toute forteresse a un point faible, et celui de la Crimée est resté le même. C'est presque une île. Tout ce qui maintient les soldats russes là-bas, le carburant, les munitions, les pièces de rechange, la nourriture, tout doit venir de l'extérieur. Il n'y avait que 3 voies pour acheminer tout cela. 3 artères. La première est la plus célèbre du monde. Le pont de Kertch. Les dégâts ne concernent pas seulement la structure, mais aussi la confiance. Même intacte, les Russes craignent désormais de l'utiliser. Aujourd'hui, des images satellites analysées par une agence de renseignement ukrainienne révèlent quelque chose de révélateur. Entre février et avril de cette année, aucun train de marchandises militaires russes n'a traversé le pont. Aucun. Le trafic est tombé à une poignée de trains de passagers et un seul train de marchandises ordinaire par jour. Autrement dit, la Russie elle-même a cessé de faire confiance à son propre pont pour déplacer du matériel de guerre. Les commandants évitent d'y faire passer des blindés lourds, de peur que la structure déjà endommagée ne cède. Ou qu'une nouvelle attaque fasse tout s'effondrer d'un coup. Le symbole de la conquête est désormais un lieu délaissé. Alors, il restait 2 options. C'est ici que l'histoire s'accélère. La deuxième option, c'était les ferries. Des ferries ferroviaires traversèrent le détroit de Kertch, transportant ce que le pont ne pouvait plus transporter. C'étaient d'énormes navires. La plus grande d'entre eux, la Slavianine, mesurait 150 mètres de long et transportait des wagons entiers, remplis de carburant et de munitions, d'une rive à l'autre. C'était l'alternative silencieuse. Alors, l'Ukraine a commencé à traquer ses ferries. Une par une. D'abord l'Avant-Garde, en mars. Et ensuite, à l'aube du 6 avril, la dernière d'entre elles. Le renseignement militaire ukrainien a envoyé des drones contre la Slavianine et a publié les images thermiques. Le navire en feu au milieu de l'eau. Avec elle, la deuxième artère a disparu. La Russie venait de perdre la capacité de transporter de lourdes charges vers la Crimée par la mer. Regarde ce qui était en train de se passer. À chaque route perdue, la Russie devenait de plus en plus dépendante de ce qui restait encore. Et ce qui restait maintenant, c'était une seule route. La dernière artère était terrestre. Une autoroute qui traverse tout le sud occupé de l'Ukraine. Elle vient de Russie, d'une ville appelée Rostov, et descend jusqu'en Crimée, en passant par Mariupol, Berdiansk et Melitopol. Sur la carte russe, ils lui ont même donné un nouveau nom, route de la Nouvelle-Russie. Et pendant des années, cette route a fonctionné. Elle était longue, éloignée de la ligne de front, et le détail qui changeait tout, elle était hors de portée des drones ukrainiens. Chars, carburant, troupes, tout passait par là avec une certaine sécurité. C'était la planche de salut de la Crimée. Et c'est exactement ici que tout bascule. Parce que cette route n'était plus hors de portée. Et ça vaut la peine de s'arrêter une seconde ici, parce que c'est le cœur de toute l'histoire. Pendant presque toute la guerre, les drones ukrainiens étaient de courte portée. Les célèbres FPV, ces drones d'attaque que vous voyez en vidéo, touchèrent des cibles à environ 20 km du front. Et cette fameuse autoroute était à plus de 100 km. Beaucoup trop loin. Mais l'Ukraine n'a pas seulement appris à faire la guerre avec des drones. Elle a fini par maîtriser cela. De nouveaux modèles, à moyenne et longue portée, sont apparus. L'un d'eux, appelé Hornet, utilise l'intelligence artificielle pour trouver la cible et atteint environ 150 km. Et ceux à longue portée, les FP1 et FP2, atteignent 200 km. Soudainement, la route qui était sûre est devenue l'endroit le plus dangereux de tout le sud occupé. Et ce n'était pas un hasard. À la fin du mois de mai, l'Ukraine a donné un nom à ce qu'elle faisait en secret.
Un programme de blocage de la logistique russe, avec 113 millions de dollars investis dans les meilleures équipes de drones. Selon le ministre de la Défense de l'Ukraine, l'objectif était d'étouffer les arrières russes. Ne pas affronter l'armée de front. Couper ce qui alimente cette armée. Et le chiffre qu'il a donné est impressionnant. Selon le ministre, l'Ukraine a quadruplé la destruction de camions, de dépôts et de convois russes grâce à ses attaques à moyenne portée. Et le résultat, ce sont les Russes eux-mêmes qui l'ont baptisé. Ils l'appellent la route de la mort. Des blogueurs militaires russes, des gens qui soutiennent la Russie, ont commencé à publier des images de camions brûlés le long de l'autoroute. L'un d'eux a comparé cela aux routes d'Afghanistan dans les années 80, des carcasses de véhicules éparpillées sur le bas-côté. Un autre a écrit que ce tronçon n'était plus une zone arrière. Et, tu vois, ce n'est pas l'Ukraine qui le dit. C'est le côté russe, paniqué, qui décrit son propre effondrement. Et maintenant, relis tout ça à cette image du début. Les stations-service sans essence à Sébastopol. Quand tu coupes les 3 artères en même temps, la Crimée cesse d'être approvisionnée, et ceux qui sont là le sentent tout de suite. Du carburant qui n'arrive pas, c'est des troupes qui n'avancent pas, des blindés qui restent immobiles. Et ça se voit sur le champ de bataille. Selon le ministre de la Défense ukrainien, le prix que la Russie paie pour chaque kilomètre qu'elle tente de gagner a explosé. En octobre, c'était 67 soldats perdus par kilomètre. En avril, 179. Sans approvisionnement, chaque mètre coûte plus cher. Et ça ne s'arrête pas aux militaires. En ville, l'essence a commencé à manquer même pour les voitures ordinaires. La file à la station-service n'avance pas. L'étranglement n'est plus une théorie militaire, c'est devenu un problème à la pompe à essence. Mais il manque encore la partie la plus importante. Et elle se résume en une question. Après tout, pourquoi la Russie ne règle-t-elle tout simplement pas ce problème ? Et la réponse à cette question est révélatrice. Parce qu'il y a une défense connue contre les drones. L'Ukraine elle-même l'utilise, et ça fonctionne. Ce sont des filets. D'énormes toiles, parfois faites de filets de pêche tendus sur des poteaux en bois, couvrent la route comme un tunnel. Elles attrapent le drone avant qu'il ne touche le véhicule en dessous. À un endroit, après que l'Ukraine a installé ses filets, aucun drone russe n'est passé. Ça marche tellement bien que l'Ukraine couvre des milliers de kilomètres de route avec ses filets. La question est simple. Pourquoi la Russie ne couvre-t-elle pas la route de Crimée de filets de la même façon ? Et c'est là qu'apparaît l'ampleur du gouffre dans lequel la Russie s'est engagée. Les blogueurs russes supplient qu'on leur fournisse ces filets depuis des semaines. Ils demandent des filets, ils demandent des moyens de guerre électroniques, ils demandent de la protection. Et jusqu'à présent, presque rien n'est apparu. Le gouverneur de la région occupée a même signé un décret. Le décret interdisait uniquement le passage des camions civils. Il exposait aussi les militaires de la même façon. Un blogueur proche du gouvernement russe s'est plaint que cela ne faisait que faciliter la vie des drones ukrainiens, qui n'avaient même plus besoin de distinguer ce qui était civil de ce qui était militaire. Autrement dit, il y a 2 possibilités. Soit la Russie n'a plus les moyens d'amener la défense jusqu'à la route, parce que la logistique qui transporterait les filets est justement celle qui est en train d'être détruite. Soit elle a déjà décidé en silence que la Crimée n'est plus une priorité. Et chacune de ces 2 réponses est dévastatrice pour Poutine. L'une dit qu'il n'en est pas capable. L'autre dit qu'il a abandonné. Et, pendant que la Russie hésite, l'Ukraine passe déjà à l'étape suivante. Avec moins de ravitaillement qui arrive, les défenses antiaériennes de la péninsule sont détruites sans être remplacées. Et ce ne sont pas des systèmes bon marché. L'Ukraine a déjà frappé en Crimée des batteries S-300 et S-400, les systèmes anti-aériens les plus avancés de la Russie, chacun capable de couvrir des centaines de kilomètres d'espace aérien. Elle a frappé des radars Nebohu, un système Pantsir, sur l'aérodrome de Belbek, et même des chasseurs MiG-31 au sol. Une analyse allemande a calculé qu'entre mars et mai seulement, l'Ukraine a détruit 37 systèmes russes de défense aérienne, de radars et de guerre électronique.
plus du double de ce qu'elle avait détruit les mois précédents. La marine ukrainienne a déclaré que la flotte russe de la mer Noire sort à peine en mer. Et chaque défense qui tombe ouvre une brèche encore plus grande pour la prochaine attaque. La Crimée, qui pendant des années tirait sur tout ce qui s'approchait, est devenue, selon les mots d'un analyste ukrainien, une cible facile. Et la Russie a même un plan pour échapper à cela. Elle construit à la hâte une nouvelle voie ferrée de près de 700 km, reliant Rostov aux villes occupées, comme Mélitopol, par un itinéraire plus éloigné de la côte. L'idée est de créer une nouvelle route d'approvisionnement, mieux protégée. Le problème, c'est le temps. Cette voie ferrée met des mois à être prête, et l'étau se resserre maintenant. Et c'est pourquoi l'idée centrale de cette histoire est aussi simple que cruelle. La Crimée ne tombera pas sous les chars, mais deviendra trop coûteuse à garder. Elle sera étouffée jusqu'à ce que son maintien coûte plus qu'elle ne vaut. Réfléchis à ce que cela implique pour la suite de la guerre. La péninsule qui approvisionnait toute l'offensive russe dans le sud aspire désormais des ressources, au lieu d'en fournir. Le trophée est devenu un fardeau. La base est devenue un piège. Et il y a quelque chose d'assez ironique dans tout cela. Poutine a pris la Crimée en 2014, presque sans tirer un seul coup de feu. C'était une opération rapide, chirurgicale, que le monde a mis du temps à comprendre. 12 ans plus tard, elle pourrait être perdue exactement de la même manière. Sans invasion, sans grande bataille. Juste la pression lente et constante de ceux qui ont coupé tous les chemins de retour. Ce qui semblait être une conquête définitive s'est révélé fragile. Et c'est peut-être là la leçon la plus dérangeante de cette guerre. Pour tous ceux qui pensent que contrôler un territoire, c'est la même chose que le garder pour toujours. Cela se passe encore aujourd'hui. Chaque semaine, le siège se resserre un peu plus. Couper le carburant et les routes étrangle la Crimée par terre et par mer. Mais il restait le ciel. Et c'est là que l'Ukraine a lâché l'arme la plus improbable de toute la guerre. Un drone qui, au lieu de fuir la défense russe, riposte. La Russie a passé 4 ans à construire un mur invisible au-dessus de son propre territoire. Couche après couche de défense conçue pour une seule obsession, abattre les drones ukrainiens avant qu'ils n'atteignent leur cible. Ce furent 4 années de radars, de missiles, de guerre électronique et, à la fin, d'hommes en chair et en os dispersés sur le terrain. Une nuit de mai dernier, au-dessus de la Crimée occupée, un simple drone bon marché a démantelé toute cette muraille. Le drone n'a pas fait ce qu'ils attendirent de lui. Il n'a pas dévié, il ne s'est pas enfui, il a riposté. Pense à l'ampleur de cela une seconde. D'un côté, une puissance militaire qui a dépensé 4 ans et des milliards de dollars en mettant en place la défense anti-drone la plus dense de la planète. De l'autre côté, un drone qui coûte moins cher qu'une voiture d'entrée de gamme, transportant une roquette dont les origines remontent aux années 40. Oui, de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et cette vieille arme est en train de percer la défense la plus chère de la planète. Justement cette défense qui dispose de radars, de missiles et de guerres électroniques à profusion. Et quand vous comprendrez comment il perce la défense russe, vous réaliserez que Poutine a de quoi s'inquiéter. Abordons la scène à l'origine de tout. Le 12 mai de l'année dernière, des analystes en renseignement de sources ouvertes ont diffusé une vidéo enregistrée au-dessus de la Crimée occupée. Dans cette vidéo, un drone ukrainien à longue portée traverse le ciel. Et il fait quelque chose qu'aucun drone d'attaque de ce type n'avait fait auparavant. Il largue une roquette sous son aile, en direction d'une cible russe au sol, puis continue de voler vers sa mission principale. Il a attaqué en chemin et poursuivi. Les premiers témoins ont compris ce que cela signifiait pour la suite de la guerre. Les images qui ont fuité proviennent de sources russes. Et les marques d'identification des roquettes étaient à dissimuler.
L'analyse de la défense ukrainienne a seulement suggéré qu'il s'agissait d'anciens roquettes soviétiques, mais il n'y a pas eu de confirmation visuelle définitive. Mais, quelques jours plus tard, le commandant des forces des systèmes sans pilote de l'Ukraine lui-même, Robert Brovdi, connu sous le nom de code Madyar, a publié des vidéos de ces attaques de roquettes lancées depuis des drones. Le concept avait été révélé, mais il restait encore une chose à comprendre. La question n'était pas de savoir quelle roquette c'était, mais d'où elle avait été tirée. Et c'est là que réside la surprise. Cette arme n'a rien de nouveau. Elle est plus vieille que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Il s'agit du S-5, une roquette non guidée de 57 mm, dont les origines remontent à 1946, lorsque des ingénieurs soviétiques ont commencé à étudier des roquettes allemandes capturées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu des années avant qu'elle ne devienne une véritable arme. Elle n'est entrée en service qu'au milieu des années 50. Et elle est née pour une fonction totalement différente de celle d'aujourd'hui. Abattre des formations de bombardiers, tirées par des chasseurs à réaction. Puis, elle est devenue une arme d'appui rapprochée pour l'aviation soviétique, utilisée en Afghanistan, où elle a gagné la réputation d'être imprécise. Elle se dispersait tellement après le tir, que les pilotes disaient qu'elle servait à peine à autre chose qu'à effrayer l'ennemi. Son grand frère, le S-8, de 80 mm, est entré en service dans les années 80 avec une ogive bien plus puissante. L'une de ces versions est capable de percer 4 doigts de blindage en acier massif. Ce sont des armes anciennes, bon marché, d'une époque qui semblait révolue. Alors, pourquoi ressusciter une roquette aussi ancienne ? La réponse ? Eh bien, elle est moins romantique qu'il n'y paraît. Selon le concepteur en chef du fabricant, l'une des raisons de la modification était tout simplement le surplus. L'Ukraine avait un énorme stock de ces roquettes en surplus, inutilisées, qui restaient là sans servir. Ce n'était pas un éclair de génie, c'était simplement regarder un entrepôt rempli de munitions inutilisées et se demander « Et si on trouvait un moyen d'utiliser ça ?» Le génie ne réside pas dans la roquette, il réside dans l'endroit où elle a atterri. Parce que l'Ukraine avait déjà ses roquettes depuis le début de la guerre. Et elle essayait déjà de les utiliser. Au début de l'invasion à grande échelle, les avions et hélicoptères ukrainiens tiraient ces roquettes sur les positions russes à l'est du pays, de manière traditionnelle. Et ils l'ont payé cher. Pour utiliser une roquette non guidée, l'appareil doit s'approcher de la cible. Et s'approcher, dans le ciel ukrainien, signifiait entrer à portée des systèmes anti-aériens russes. Pantsir, les missiles portatifs que le soldat tire depuis l'épaule. Les systèmes Tor et Buk. En d'autres termes, l'arme existait, mais toute plateforme capable de la transporter était abattue en chemin. La roquette attendait quelque chose qui pourrait s'approcher sans se faire abattre. Et ce quelque chose ne serait pas un avion avec un pilote à l'intérieur, ce serait un drone, bon marché, jetable, dont personne ne pleurerait la perte s'il tombait. Garde cette idée car elle est la clé de tout ce qui va suivre. Et ce qui vient maintenant, c'est la partie la plus importante. Pourquoi cela est-il si dévastateur pour la Russie en particulier ? Pour comprendre, il faut monter l'escalier que la Russie a construit et voir comment chaque marche s'est effondrée. La première marche, c'était la guerre électronique. La Russie a mis en place l'environnement de brouillage électronique le plus dense de l'histoire moderne, conçu pour aveugler les drones ukrainiens, brouiller le signal de position par satellite, couper la radio utilisée par l'opérateur pour piloter et étouffer les capteurs. Pendant un certain temps, ça a marché. Les drones perdirent la vidéo en plein vol et s'écrasaient. La réponse ukrainienne était presque artisanale. Le drone à fibre optique. Au lieu de la radio, un fil plus fin qu'un cheveu humain se déroule derrière le drone pendant qu'il vole, transmettant les commandes et l'image sous forme d'impulsions lumineuses. Sans signal radio, il n'y a rien à brouiller. Le drone traverse la tempête électronique comme si elle n'existait pas. Première marche annulée. La deuxième marche, c'était les missiles. Des systèmes comme le Pantsir. Une plateforme mobile sur camion que la Russie qualifiait de meilleure au monde pour abattre des drones à basse altitude. Le problème, c'est que le Pantsir a été conçu pour des cibles plus grandes et plus hautes.
Contre des drones petits, bon marché et presque invisibles au radar, il s'est révélé trop coûteux et inefficace. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que l'année dernière, l'Ukraine affirme avoir détruit plus de 130 systèmes de défense anti-aérienne russes. Certains rapports parlent même de 170. Un groupe indépendant qui ne compte que ce qui peut être confirmé par des images recense des dizaines de Pantsir détruits. L'Ukraine affirme avoir éliminé environ la moitié du stock russe. Mais regarde ce que la Russie elle-même a commencé à faire. Elle a commencé à sortir des radars soviétiques vieux d'un demi-siècle de ses entrepôts, comme le P-18, et à improviser des systèmes avec des missiles adaptés. Madyar lui-même a raconté que l'un de ses radars était monté sur un camion tellement vieux qu'il l'a à peine reconnu. Un blogueur militaire russe a admis l'évidence. Fabriquer des missiles ? Il est physiquement impossible de fabriquer des Pantsir au rythme auquel ils sont perdus. Deuxième marche, en train de s'effondrer. Et là, nous arrivons à la dernière marche. Quand la technologie coûteuse a échoué, la Russie est revenue à l'essentiel. Si les radars et les missiles n'arrêtent pas le drone, alors on met des hommes au sol pour l'abattre à l'œil nu. Des groupes de tirs mobiles ont été créés. De petites équipes sont positionnées le long des routes d'approche des drones, armées de mitrailleuses, mais aussi, en grande partie, de fusils d'assaut et de fusils de précision équipés de viseurs thermiques pour voir dans l'obscurité. Ce sont des chasseurs, des hommes allongés dans le froid, les yeux rivés sur le ciel nocturne à travers une lunette qui transforme la chaleur en image, attendant que le point chaud du moteur d'un drone apparaisse. C'était la défense la plus primitive de toutes. Et parce qu'elle était primitive, c'était aussi la plus difficile à vaincre. Après tout, on ne peut pas confondre un homme avec un fusil. C'était la seule chose que la Russie avait encore debout. C'est justement celle-là qui tombe maintenant. Pour comprendre pourquoi elle s'effondre, vous devez voir la différence qui change tout. Regarde bien. Toutes les adaptations ukrainiennes précédentes permettaient au drone de s'échapper. Le drone à fibre optique passe inaperçu. Le drone qui perd le signal tombe simplement. La logique a toujours été d'échapper à la défense. Le drone armé de roquettes inverse cette logique pour la première fois. Il ne fuit pas le chasseur. Lorsqu'il rencontre l'équipe russe sur son chemin, il tire des roquettes conçues pour frapper les troupes au sol et poursuit sa cible. La différence est brutale et elle est simple. Un drone brouillé s'écrase sans blesser personne. Un drone armé riposte. Et ce n'est pas un hasard. Le commandant Madyar lui-même a clairement dit que ces drones ont été conçus précisément pour les équipes mobiles équipées de missiles portables. Et les mitrailleurs qui protègent les défenses anti-aériennes russes. La dernière couche de la défense russe fonctionnait parce qu'il s'agissait de personnes. Et les personnes ne peuvent pas être piratées, mais elles peuvent être prises pour cible. Et c'est pour cela que tout s'explique ici. La Russie n'a pas remplacé une arme par une meilleure. Elle s'est retrouvée sans la couche suivante. Elle a épuisé l'électronique, elle a épuisé les missiles, elle a misé sur les hommes. Et maintenant les hommes sont aussi sous le feu. Il ne reste plus d'échelon en dessous de celui-ci. Et le point ici n'est même pas nécessairement d'éliminer l'équipe russe. Il suffit de la forcer à se cacher, à changer de position, à arrêter de travailler assez longtemps pour que les autres drones puissent passer. Jusqu'à présent, les attaques en profondeur de l'Ukraine ont toujours été limitées moins par la distance que par le couloir de défense entre la ligne de front et la cible. Chaque drone qui traverse ce couloir est une opération. Le drone armé ne résout pas entièrement ce problème, mais il réduit le coût de chaque traversée. Et il est devenu évident que cela fonctionne juste après. Le 17 mai, l'Ukraine elle-même a publié la vidéo de ses drones frappant un centre de communication stratégique de la flotte russe de la mer Noire, en Crimée occupée. Une infrastructure militaire protégée, touchée par un drone qui transporte désormais aussi des roquettes pour se frayer un chemin jusqu'à elle. T'es-tu déjà demandé où tout cela va s'arrêter ? L'Ukraine a-t-elle déjà rejoué ce scénario ailleurs ? As-tu déjà entendu parler de Magura ? Ce drone naval a commencé comme un bateau piégé, conçu pour percuter les navires russes. La Russie a répondu en envoyant des hélicoptères pour chasser les bateaux avant qu'ils n'arrivent.
La réponse ukrainienne a été d'armer leurs propres bateaux avec des missiles RR. Et, à la fin de 2024, les services de renseignement ukrainiens ont affirmé avoir abattu un hélicoptère russe avec l'un de ses bateaux. Oui, un bateau abattant un aéronef. Cela a été un tel choc que la Russie a pratiquement cessé d'envoyer des hélicoptères pour chasser ses drones, se fiant uniquement à des chasseurs rapides. Et puis est venue la version suivante du bateau, avec des missiles encore plus performants, qui l'année suivante a abattu 2 chasseurs russes en vol. C'est la même logique que celle du drone équipé de roquettes, une plateforme à fonction unique, qui rencontre une défense spécifique et reçoit exactement l'arme nécessaire pour vaincre cette défense, sans perdre sa fonction d'origine. La prochaine étape déjà discutée dans les cercles de défense ukrainiens est de remplacer la roquette non guidée par une roquette guidée, capable de poursuivre des cibles en mouvement. Ici, cela dépasse les simples roquettes et drones. Regarde ce qui s'est réellement passé pendant ces 4 années. En 2022, c'était la Russie qui menait. C'est la Russie qui a utilisé des drones à fibre optique en premier, et l'Ukraine a copié en un mois. C'est la Russie qui a développé la guerre électronique contre les drones. L'avantage technique était de son côté. Mais maintenant, l'avantage a changé de camp. Aujourd'hui, l'Ukraine présente un nouveau lanceur, et la Russie met quelques jours à le repérer sur le terrain, mais elle n'arrive plus à répondre au même rythme. Et si tu prends le temps d'y réfléchir, c'est ça le vrai problème au fond de tout. Parce que, dans une guerre comme celle-ci, l'avantage technologique n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qu'on emprunte. Celui qui est en avance aujourd'hui peut être à la traîne demain. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas celui qui a le meilleur équipement, c'est celui qui s'adapte le plus vite. Le mur russe n'est pas tombé, parce que l'Ukraine a inventé une arme magique. Il est tombé parce que l'Ukraine a démantelé chaque couche à la même vitesse que la Russie pouvait la construire. Et ensuite, encore plus vite. Comme vous pouvez le voir, la Russie a utilisé toutes les cartes qu'elle avait. Électronique, missiles, hommes au sol. Il n'avait plus rien en réserve. Chaque nouvelle solution a été identifiée, copiée et surpassée avant même de se répandre sur tout le front. Et cette course ne va pas s'arrêter là. Maintenant, rassemble les pièces. Le pont que Poutine a inauguré en conduisant un camion, aujourd'hui, il ne transporte presque plus rien. Les bacs sont au fond de la mer. La dernière route est devenue un cimetière de camions. Le carburant n'arrive pas. La flotte a fui Sébastopol et se cache dans ses propres ports. Et même le ciel, autrefois protégé par la défense antiaérienne la plus chère de la planète, appartient désormais aux drones ukrainiens. La vérité, c'est que la Crimée ne tombera pas sous une grande attaque de chars. Elle est en train de devenir une île trop chère à maintenir, impossible à approvisionner, impossible à défendre. Le trophée qui prouvait que Poutine avait reconstruit l'Empire est devenu le poids qui pourrait le couler. En 2014, Poutine a pris la Crimée en 4 semaines, presque sans tirer un seul coup de feu. 12 ans plus tard, elle pourrait être perdue exactement de la même manière, sans invasion, sans grande bataille. Juste le lent étranglement de ceux qui ont coupé toutes les voies de repli. Et lorsque le dernier d'entre eux sera coupé, les soldats russes à l'intérieur seront les derniers à le savoir. Si cette analyse t'a permis de voir la guerre d'une manière différente, laisse un like. Et commente juste en dessous. La Crimée redeviendra-t-elle ukrainienne dès 2026 ? Abonnez-vous à la chaîne. Nous suivrons chaque étape de cette chute ici. À la prochaine vidéo.